bonjour. En fait, je vais partir de ce fond commun qui était énoncé dans l'appel du colloque. Fond commun d'une communauté qu'on a pu qualifier de désœuvrée, inavouable, affrontée, qui vient. Vous reconnaîtrez évidemment les suites de bataille avec Blanchot, Nancy, Agamben. Cette communauté paradoxale, si on veut, sans communauté, ou du moins de ceux qui n'ont pas de communauté, que je me plais à appeler, en sachant toute la violence que ça peut faire aussi à la complexité de leurs propos, communauté affective, communauté affectée, donc une communauté qui est mue par la résonance d'affect plutôt que donc qui reposerait sur des bases identitaires. C'est une définition, je suis conscient, qui est très, très, très rapide, donc on pourrait y revenir si vous voulez. Donc, comme ça a été dit en présentation, je travaille dans une perspective de recherche-création, donc à la fois en tant que chercheur, mais aussi en tant que musicien. Et ce que j'aimerais vous partager aujourd'hui, donc, c'est des réflexions, en fait, qui sont venues de cette pratique réflexive-là et de cette pratique musicale-là, deux types de pratiques à mon sens, et non pas, donc, une division qui serait théorique et pratique. Je vais revenir là-dessus aussi. En lisant donc autour d'un corpus sur la communauté, j'ai remarqué qu'il y avait tout un vocabulaire musical qui se déployait, en fait. C'est assez présent. On parle de rythme, on parle de tonalité, comme si on essayait de parler d'une certaine musique de cette communauté, en fait. En lisant ces termes-là, je me suis attaché particulièrement à un terme, et il s'agit du terme de résonance. Je vais donc tenter d'axer ma présentation sur ce concept, parce que, en relisant le résumé que j'ai fait parvenir il y a déjà quelques mois, je me suis dit, c'est tellement vaste, il va falloir que je précise. Donc, si vous voulez que je précise d'autres aspects, je pourrais le faire dans la période de questions. Mais donc, mon propos va porter sur la résonance. Je vais aborder cette question-là en deux parties. Premièrement, en parlant des rapports communauté et résonance de manière je dirais, générale, et ensuite en accent plus spécifiquement sur la musique, donc communauté et musique. Allons-y alors. Et oui, je vais essayer d'y aller à un rythme pas trop effréné, même si j'ai l'impression que j'ai beaucoup de choses à dire. Donc, en tant que musicien, on essaye de se soucier de ça, mais soudain, quand ça vient à la présentation de colloque, on dirait qu'on manque un peu de beat. OK, donc résonance de la communauté. Donc, c'est entendu, la résonance est d'abord la répercussion d'ondes sonores contre la matière. C'est une définition physique de base. Donc, pour comprendre cette dimension physique vibratoire de la résonance, ça prend le corps, du moins dès qu'on parle de l'être humain. Donc, pour que la résonance survienne dans la perception humaine, évidemment, le corps est sollicité, est nécessaire. Et ça fait même partie des sources profondes du concept. Le mot résonance viendrait justement du latin resonantia, qui serait comprise à l'époque comme la propriété d'un corps d'entrée en vibration. Donc, les corps sont le passage obligé de la résonance affective. Et en fait, on parle aussi d'une certaine consistance corporelle, parce que, dans la physique, plus un corps est dense, plus il y a une consistance, plus il va être à même de répercuter les ondes sonores. D'un autre côté, il faut voir aussi qu'au niveau des communautés politiques, la résonance prend justement son sens sur le plan du rassemblement matériel des êtres. C'est donc une idée que Hannah Arendt a développée. La puissance collective, pour être à même de se matérialiser, a besoin du rassemblement effectif, concret des êtres, des corps, dans une certaine forme de proximité. Dans une époque justement de flux matériel du capital, c'est encore aujourd'hui, on a pu le voir avec les mouvements d'occupation, avec la grève étudiante de 2012 et ainsi de suite, c'est encore comment les différents mouvements peuvent entraver les flux matériels du capital par les corps résonnants matériels présents. On se rappellera justement, et c'est peut-être une des meilleures évocations de cette idée, l'exemple frappant des casseroles durant la grève de 2012. Dans le livre On s'en calisse auquel j'ai participé, on dit justement à cet effet, dès qu'elles prennent la rue, l'effet de résonance devient exponentiel et la contagion inévitable. De proche en proche, la cacophonie se communique dans les appartements et il suffit de se saisir d'un instrument de cuisine afin de rejoindre un cortège sans cesse croissant.
c'est par la réverbération concrète du tapage dans les rues, sur les immeubles et les balcons que les casseroles feront descendre les quartiers dans la rue. Donc, on parle aussi dans le livre de tout la création d'un territoire à travers justement cette procession des casseroles, bien entendu inspirée par une notion de ritournelle de Deleuze et Guattari. On pourra y revenir. Donc, oui, matérialité sensible. De l'autre côté, ça prend du vide pour qu'il y ait résonance aussi. Ça prend une certaine forme d'immatérialité. Bon, encore là, les physiciens me contrediront, mais je pense que l'idée, c'est pas d'avoir le débat jusqu'à quel point le vide est de la matière, mais de comprendre que, bon, il faut qu'il y ait un espace pour que la résonance ait lieu, de l'espace inoccupé à travers les ondes, à travers lequel les ondes peuvent voyager. Ça fait aussi référence à la définition formelle de la résonance. Résonner, c'est s'emplir d'écho. C'est ce que nous dit le Robert, entre autres. Donc, Sloterdijk a développé cette idée-là justement de manière intéressante lorsqu'il dit que la dimension communautaire ne peut se déployer qu'au sein d'un climat qui est à comprendre comme une endosphère sonorisée. Donc, il dit l'endosphère sonorisée est le premier produit des communautés vivant en coexistence dense, et sa tonalité est la première communication qu'il se fait à soi-même. La densifier, l'arrondir, la régénérer et l'éclaircir, voici le premier projet créateur de l'être humain. Donc, les êtres en communauté, les êtres, justement, pour se former en communauté, le font via un principe de résonance qui nécessite en tant que tel un espace, une endosphère sonorisée où les ondes vont pouvoir circuler. Donc, cette nécessité du vide, si on veut, ce que Sloterdijk nous dit, en fait, ça concerne toutes les communautés. Un aspect qui peut être intéressant dans la question que j'ai amenée au départ, donc sur cette communauté désœuvrée, c'est justement de réaliser que la portée immatérielle, la portée du vide, peut aussi se déployer dans la temporalité, en fait. Et c'est là qu'il y a une conception plus littérale de la résonance, c'est-à-dire entrer en résonance comme effet de ce qui se répercute dans les esprits. Et j'ai été fort intéressé par toute une réflexion qui a été menée donc par les penseurs qui ont suivi les traces de Blanchot, Nancy, et ainsi de suite, sur une ouverture messianique qui aurait été ouverte par la figure de Nietzsche. Un exemple donc assez caractéristique. Nietzsche qui lui-même disait dans Humain trop humain, toutes les vibrations assez intenses de l'âme provoquent une résonance d'impression et d'état analogues. L'événement Nietzsche, comme dit Sloterdijk, a ouvert un véritable espace de résonance dans lequel tout lecteur peut entrer. Lui, Nietzsche encore, qui disait « On m'entend toujours en tant que je suis mes amis futurs ». Ce que Derrida dit à cet effet m'apparaît vraiment intéressant. La communauté est impossible à elle-même, s'ouvrant sur une temporalité téléopoétique. Donc, quand je vous parlais de distance, de vide, le téléopoétique de Derrida, justement, télé de la distance, le poétique en fait. Donc, cette temporalité-là, qui est ouverte par l'événement Nietzsche, résonne dès lors comme un appel lancé dans le lointain à ceux qui pourraient potentiellement l'entendre. Elle a une musicalité propre qui lui permet de faire vibrer et d'atteindre d'autres. Je vais passer rapidement sur ce que en dit Derrida dans Politique de l'amitié. Il y a quand même un point, je crois, qui mérite attention. D'ailleurs, c'est un livre formidable. Il parle justement de cette conception de la communauté. Il en parle même d'une manière résonante. Il dit justement qu'elle est une secousse dans la structure de l'appartenance. Il dit « Nous appartenons », donc ceux qui se laissent résonner par l'événement Nietzsche, « Nous appartenons à cette secousse, si c'est possible, nous tremblons en elle, elle nous traverse, elle nous transit. Nous lui appartenons sans lui appartenir. » Ça, c'est bien Derrida. C'est en elle que résonnent tous les grands discours, Bataille, Blanchot, Nancy, de la dislocation absolue, du désajointement sans bordure. Bon. La résonance affective, donc, se déploie de manière distendue entre son actualité et sa virtualisation. Donc, elle se situe à la conjonction, si on veut, d'une certaine matérialité sensible du commun et d'un vide, d'un espace de résonance, comme j'ai tenté de le montrer dans la première partie.
quand on réfléchit à ça, on en vient rapidement à la notion d'ambiance, d'atmosphère, où la résonance a lieu. Si on revient justement à ce que Sloterdijk en disait, en fait, toutes les collectivités humaines, selon lui, se prennent connaissance d'elles-mêmes, se vivent et se constituent à travers une dimension atmosphérique. Il dit ce qui ne peut jamais se passer sous silence, remarquez, dès lors qu'avant même toute présentation ou exposition, c'est qu'elle donne à ressentir ce qui est manifestement commun, l'atmosphère, la tonalité englobante de l'espace qui imprègne ses habitants. Tous les groupes, presque exclusivement dans des, vibrant presque exclusivement dans des communications portant sur les motifs actuels qu'ils ont de coexister. Cette vibration redondante dans le discours sur soi constitue la fonction basique de formation du climat exercé par la société. Donc, pour Sloterdijk, les êtres dans une société sont plongés dans les atmosphères. C'est à partir des atmosphères que le manifeste se manifeste à eux. Et l'espace, en ce sens-là, devient une vibration, pure conductivité. En fait, encore là, Sloterdijk est intéressant en mesure où il approfondit cette idée-là que toutes les communautés comportent une partie atmosphérique, si on veut. Il dit justement aussi que cette dimension atmosphérique-là se déploie même pour ceux qui n'ont pas de communauté, pour poursuivre justement le vocable de Blanchot. Ceux qui vivent seuls seraient peut-être même les plus sensibles au climat social et justement rechercheraient peut-être dans la solitude à abaisser la pression atmosphérique. Si on fait le lien avec ce que Derrida disait, donc avec une certaine télépoïèse, on réalise que la communauté de ceux qui n'ont pas de communauté est prise entre une résonance téléopoétique, donc toujours à distance, jamais atteignable, et qui a un certain rassemblement dans cette volonté de tendre vers, et dans une résonance atmosphérique du social, donc, qui a une certaine chaleur étouffante qui les pousse à en faire autre chose. Si la distinction entre la société et la communauté n'ont pas en lien avec les théories justement allemandes, mais un peu comme l'amène Rancière, est pertinente, donc société comme le lien qui organise par le consentement et communauté au degré de circulation affective. C'est pas cette musique-là du climat social qui nous intéresse quand on parle de communauté désœuvrée, mais peut-être plutôt une petite musique du commun, ce qu'on pourrait appeler une espèce de bruissement du monde, en fait. Et c'est cette idée-là que j'aimerais approfondir. La résonance, en fait, peut-être que c'est justement ce bruissement du monde-là, et que pour l'entendre, il faudrait justement se laisser traverser par l'étrangeté du dehors, par le monde. Donc, il y a une mise au diapason du social, mais il y a aussi un mouvement propre, le bruit que fait le monde dans son avènement. Et encore là, dans un article fort intéressant sur le rapport entre Nietzsche et Sloterdijk, Dali Giroux montre cet aspect-là chez le penseur allemand. Il dit justement de l'artiste qui se consacre à une étrangeté qui est plus que l'altérité de l'autre personne. Il s'expose à une étrangeté qui traverse l'artiste comme elle traversait un couloir qui résonne, l'étrangeté qui le pénètre et le rend possible. Il s'expose à sa culture, mais célèbre en soi un foison d'étrangeté qui a pour nom le monde. Donc, l'entrée en résonance serait comme le dit si bien Éric d'ailleurs dans son livre Comment sauver le commun du communisme, la possibilité d'un accordage, d'un attunement contextuel à portée cosmopolitique. Il y a quelque chose d'obscur dans cet accordage-là. Ce n'est pas justement la grande musique lumineuse du spectacle, et c'est même, si on peut dire, l'obscurité du sonore qui est ce qui est mis de côté, ce qui est aux marges de la lumière du langage. Encore là, Sloterdijk nous éclaire, lorsqu'il parle de Nietzsche, nous éclaire, nous assombrit en fait. Des facteurs impersonnels firent irruption dans la forme consacrée de la personnalité de Nietzsche pour en faire le terrain de jeu des soudaines énergies obscures et le corps de résonance des forces cosmiques anonymes. Il y a quelque chose de mystique là-dedans, j'en suis bien conscient. Je crois que cette intuition-là est intéressante, il y a quelque chose à aller voir. Il y a peut-être même quelque chose de mystique, en fait, dans le fait de faire de la musique.
Bon, ça dépend laquelle. Je crois que cette dimension mystique-là, en fait, il ne faut pas simplement la rabattre dans le tapage spectaculaire. Mais d'un autre côté, il ne faut pas la comprendre, à mon avis, sur le plan spirituel uniquement, donc qui serait une espèce d'ouverture New Age aux vibrations du monde. Non, en fait, cette conception-là a de fortes dimensions politiques, en fait. L'auteur Baldine Saint-Girons, dans sa lecture justement des théoriciens esthétiques du 18e siècle, en arrive même au concept de pouvoir esthétique, un pouvoir qui serait propre aux sensibles, un pouvoir de résonance, ce qui nous rend sensibles, c'est-à-dire présent, perméable à l'apparaître de ce qui apparaît, ce par quoi le monde exerce sa provocation. Donc un pouvoir justement de se laisser atteindre par l'étrangeté du monde, comme je parlais, mais aussi un pouvoir redoutable, qui a une force vibratoire. Et c'est justement quelque chose qui serait à approfondir autour de l'idée de communisme de la résonance, dont la puissance réside dans l'art d'entretenir l'écologie des relations qui nous font coexister. Je citais le collectif pour l'intervention. Je m'intéresse à cette question d'attention aux ambiances qui vont favoriser l'expérimentation de processus d'intensification collective, le déploiement d'une espèce de politique nocturne par la musique. Et je vais malheureusement m'arrêter ici sur cette question parce qu'en fait, je pourrais en parler très longtemps. À cet effet, d'ailleurs, je vous invite fortement à lire le dernier chapitre du livre d'Éric, Comment sauver le commun du communisme. Donc, je crois que ceux qui nous connaissent tous les deux ont pu voir beaucoup de parallèles dans nos travails. Ben oui, on est dans un dialogue d'inspiration commune, j'oserais dire. Donc, je vais laisser ça là, en terminant sur cet aspect en disant qu'il y aurait peut-être aujourd'hui justement une des tâches politiques fondamentales serait la création d'ambiances propices pour qu'une résonance affective survienne. Élaborer les conditions permettant la réalisation d'expériences intensives pour que celle-ci ait une résonance, qu'elle soit sentie. La création, un peu comme honorer les nécessités qui émergent d'une manière singulière du réel. Pour aller maintenant dans la musique, ça manque de musique, tout ça, ces propos sur la résonance. J'ai malheureusement pas d'extrait à vous faire entendre, je trouvais que j'avais trop de choses à dire, peut-être que j'aurais dû. Bref, musique et politique, résonance. Peut-être justement parce que la musique, dans la musique, il y a une sorte d'obscurité irréductible à la lumière du langage. Peut-être que la musique est peut-être la seule vraiment apte à exprimer ce que j'essayais de vous dire tout à l'heure. J'ai l'impression qu'il manque toujours quelque chose. En fait, à travers justement mes pratiques musicales et réflexives, j'en suis venu à développer une conception de la musique comme finesse de l'attention auditive, une sorte de pensée du sonore, une perception aiguisée du son, un mode de tending vers les sonorités, et qui devient en tant que tel une forme de pensée, une forme de pratique accrue de la perception de qualités spécifiques du réel. La création musicale pourrait alors être comprise comme une espèce de edging de la résonance des choses, une forme d'amplification de la résonance dont je parlais plus tôt. Une forme de pensée, oui, la musique, mais aussi une capture de force qui comprend une certaine puissance créative. Je ne peux pas m'empêcher de vous lire une citation que j'adore, qui est préoccupée par les mouvements politiques et la musique, une citation du Comité Invisible qui parle de ce quelque chose qui prend corps comme une musique et dont les foyers, même dispersés dans le temps et dans l'espace, parviennent à imposer le rythme de leurs vibrations propres. Donc, un certain usage du pouvoir esthétique dont je vous parlais plus tôt consisterait peut-être dans une prise, une capture de l'étrangeté du monde, capture qui ne serait jamais totale, qui ne serait pas un aménagement, pour en déployer la portée politique. C'est là justement que dans les différentes manières de procéder, je m'intéresse à deux idées, deux concepts généraux qui ne sont pas antinomiques et qui saisissent plus ou moins bien la complexité de l'expérience musicale, mais bon, si on veut se comprendre. Donc, le premier, le phénomène de composition. Donc, bien entendu, faire de la musique, un artiste qui compose est un corps en résonance, un individu pénétré par la musique, une voix qui cherche des ouïes et ancrées, comme disait encore si bien Sloterdijk. Et il y a aussi
Stephen Choukaitis qui parle de processus de composition affective, donc bon, dans la lignée des théoriciens opéraïstes italiens et ainsi de suite. Composition affective qui serait finalement le développement de nouvelles formes de résonance et de relations à travers notamment des notions communes, une éthique. Mais je suis aussi très attaché à la notion d'improvisation que j'intègre beaucoup dans ma propre pratique musicale. Donc, l'improvisation qui, peut-être encore, ça fait beaucoup de peut-être, mais c'est propre à la temporalité téléo-poétique dont je vous parlais. Peut-être que l'improvisation serait peut-être plus près de l'étrangeté du monde dont je vous parlais. OK, bon. Donc oui, l'improvisation comme une composition qui surprendrait le musicien avant même qu'il pense à faire le geste. Ceux et celles qui sont des musiciens ou musiciennes dans la salle qui ont une pratique d'improvisation, en fait, je crois comprennent à peu près déjà ce que j'essaye maladroitement de décrire. En fait, il y a une dimension politique aussi de l'improvisation. On en parlait dans On s'en calisse, un mouvement qui improvise par rapport aux partitions réglées des syndicats, des organisations étudiantes, lorsque la rue déborde les cortèges officiels, lorsque les services d'ordre ne savent plus où donner la tête, lorsque le gouvernement a des agendas, le mouvement, lui, improvise. Donc, improvisation, composition, il y a toutes sortes de débats en musicologie jusqu'à quel point ces termes-là même ont une pertinence. Si on comprend que l'improvisation est toujours aussi du rabotage un peu sur du déjà fait, il y a toujours une sorte d'habitude latente qui est propice à l'improvisation, et que la composition comporte à peu près tout le temps une part justement de surprise, un instant qui surgit, ainsi de suite. Je dirais, pour finir en fait très rapidement, on a besoin d'expérimentation. Et ce que j'essaie de vous dire autour de ça, c'est en fait un appel à essayer de créer ces phénomènes de résonance-là par la musique, par l'action politique. J'aurais aimé vous parler d'une série d'expérimentations que j'ai faites à travers l'élaboration d'une technique au sens justement qui est déployé par Erin Manning et Brian Massoumi. Je crois que je manquerai de temps. Peut-être pour vous en glisser simplement quelques mots, en lisant William James, j'ai essayé d'élaborer donc une technique qui me permettrait de faire une série d'expérimentations qui ont pris la forme de dérives urbaines, de jam avec des amis, d'entretien avec des musiciens, de toutes sortes d'enregistrements, de collages et ainsi de suite. Si ça vous intéresse, je pourrais en reparler, mais je crois que ce que j'essaie de dire en fait, c'est que il y a quelque chose que le langage n'arrive pas à exprimer par rapport à ces phénomènes de résonance-là, et quelque chose finalement qui doit être vécu ou entendu. Et j'ai l'impression que c'est peut-être seulement en faisant ces expérimentations-là qu'on pourra vraiment bien comprendre quelle est la résonance que j'essaye de décrire. En terminant, deux nuances, je consciens que ça a été très vite. Donc, première nuance, attention au romantisme de la résonance. C'est un terme qui est très populaire, très à la mode, qui est utilisé à plusieurs sauces. Je crois que comme Sloterdijk l'a bien montré, toutes les communautés connaissent des phénomènes de résonance, même les communautés terribles, les communautés identitaires. C'est donc quelque chose à prendre en compte. Il faut aussi se rappeler que le capitalisme résonne lui aussi. Il se manifeste par résonance. Bernard Aspe le décrit bien dans l'instant d'après. Et cette musique-là, justement, a trop souvent tendance à couvrir cette petite musique, le bruissement du monde dont je vous parlais, dont, à mon avis, il faut qu'on soit collectivement à l'écoute. Deux pistes pour la suite. Je suis très conscient du caractère assez lacunaire de mes propositions. Je garde en tant que musicien une légère insatisfaction par rapport au caractère métaphorique de tout ce que je viens de dire. Et là, je fais attention, je sais que, bon, je parle à des gens qui réfléchissent beaucoup le langage, la littérature et tout. Je n'ai pas envie de me lancer dans tout un débat sur la métaphore, on pourra en parler. La seule chose que je voulais dire, en fait, c'est que elle n'est pas métaphorique dans le sens que le terme de résonance active des pratiques réelles, artistiques, politiques, des pratiques vécues qui altèrent les êtres et le monde.
Oui, en effet, elles activent, mais sur le plan de l'expérimentation, il y a comme un lien qui est difficile à faire. Et je vais orienter donc mes recherches futures dans deux axes. Premièrement, une topologie politique du son, entendre les bruits du pouvoir, le rythme des mouvements, un peu comme le fait le collectif Ultra Red aux États-Unis, donc un collectif d'intervention sonore qui travaille avec les mouvements ACT UP et entre autres de lutte contre la discrimination liée au sida. Et donc, deuxième axe de recherche, travailler la physicalité du son. Donc, essayer de mieux comprendre la réverbération, la résonance physique. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus d'ouvrages qui font le lien entre ces aspects philosophiques et physiques. Et c'est peut-être aussi là-dedans que se joue une certaine compréhension de la résonance des communautés. Merci. Merci.